grandes gueules en direct sur RMC Story. Aujourd'hui dans les GG, l'avocate Sandrine Pégan, le consultant juridique Antoine Diers, l'agriculteur Didier Giraud. C'est la deuxième heure des GG que l'on attaque. La première, elle est d'ores et déjà disponible en podcast si vous l'avez raté. Les podcasts, vous savez, c'est la session de rattrapage des GG. Puis vous avez aussi tous les petits off, tout ce que les GG peuvent se raconter pendant la pub. C'est la deuxième heure des GG. On parlera de cette pétition. Pas de volet, pas de loyer. Une pétition qui demande la suspension des loyers pendant les canicules pour ceux qui n'ont pas suffisamment de protection. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous venez en parler avec nous. Est-ce que vous seriez prête à la signer? Prêt à la signer, sera à 11h moins 20. D'abord, on va parler politique. On va accueillir notre invité. C'est le Face au GG. RMC, Face aux grandes gueules. Il est porte-parole du Rassemblement national, il est député de Lyon, c'est Julien Audoul qui est avec nous. Bonjour monsieur le député. Bonjour. On reçoit un converti aujourd'hui. Ça y est, vous le climato-sceptique, vous et vos amis, ça y est, vous avez enfin reconnu qu'il y avait un changement climatique avec cette canicule. J'ai déjà entendu cette légende quelque part. Ah bah c'est pas une légende. Ah non. J'ai retrouvé vos propos. Alors, vous n'avez pas de mots assez durs contre le GIEC, contre ces lanceurs d'alerte qui nous gâchaient la vie? Non, il y a deux choses. Le GIEC, effectivement, le constat qu'ils font est incontestable, on ne le renie pas. D'ailleurs, il est partagé par tout le monde. On a depuis de nombreuses années d'ailleurs constaté que notre modèle économique participait, aggravait le dérèglement climatique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au Rassemblement national, on est pour le localisme, faire en sorte de diminuer la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation, c'est-à-dire consommer, retraiter, produire près de chez soi, c'est les circuits courts, c'est ce qu'on demande. Donc très clairement, les préconisations du GIEC, on les a entendues depuis bien longtemps. Après, sur les solutions, là on peut avoir des débats sur les solutions de certains, notamment responsables du GIEC. Nous, on dit qu'il faut faire deux choses. Il y a effectivement la lutte globale contre le réchauffement climatique qui est mondiale, parce que je rappelle que la France, c'est moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre, donc on est un confetti. On est peut-être l'un des pays qui a fait le plus d'efforts en matière de transition énergétique. Donc il y a la lutte contre le réchauffement et puis l'adaptation. Adaptation passive avec l'isolation des bâtiments, avec des matériaux adaptés, réfléchissants, et puis adaptation active, et la climatisation, le développement de la climatisation, notamment dans les bâtiments publics sensibles, Vous dites les hôpitaux, les EHPAD, les écoles. L'objectif est de climatiser 100% des hôpitaux, des écoles, des bureaux. Comment vous allez financer? Parce que ça va coûter plusieurs dizaines de milliards d'euros tout ça. Alors ça va coûter de l'argent, mais c'est de l'argent qu'on va récupérer, entre guillemets, sur la perte que l'on aurait si on continuait dans ce système. Parce qu'il y a évidemment des drames au niveau de la santé publique, je pense principalement aux personnes âgées et aux enfants. Dans mon département de Lyon, on a enregistré 43 degrés dans les cars scolaires. C'est du jamais vu et c'est délirant d'un point de vue de la santé publique. Mais aussi, vous avez une perte en matière de productivité. C'est-à-dire que des périodes de canicule telles que celle-là, si on en avait jusqu'en 2030 et si rien n'était fait, vous auriez une chute de la productivité et donc un coût extraordinaire de l'ordre de plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc très clairement, les réorientations qu'on va faire, l'adaptation qu'on va faire, à la fin, ça nous fait gagner de l'argent. Oui, mais vous dites le plan clim pour les établissements, vous avez dit les EHPAD, les hôpitaux et les écoles. Mais les écoles, c'est priorité. Pas vous. Oui, mais les écoles, c'est... les collèges, c'est le département, les lycées, c'est la région, et les écoles primaires, c'est les municipalités. Oui, mais c'est pas vous qui allez l'imposer. Non, mais c'est l'État qui est stratège, et c'est l'État qui doit déployer les aides, subventions. Qui va financer. Évidemment qu'il faut que... Là, aujourd'hui, vous avez des collectivités qui prennent l'initiative. Des mairies, notamment. Et même des parents d'élèves. Et des parents d'élèves, effectivement. Ils vont mettre des couvertures de survie sur les vitres. Qui se cotisent aussi pour des climatiseurs mobiles. Mais c'est l'État stratège qui doit engager la banalisation, j'allais dire, la généralisation de la climatisation et qui doit soutenir les collectivités locales qui aujourd'hui sont totalement démunies. Qu'est-ce que vous pensez de Monique Barbu, la ministre de la Transition écologique, qui croit pas trop à la clim, qui dit bon, peut-être en urgence, mais c'est pas ça qui va sauver les animaux des canicules, ni éteindre les feux de forêt? Vous savez, Madame Barbu ne croyait pas au nucléaire non plus. Donc c'est dans la continuité. En fait, Madame Barbu est toujours du mauvais côté de l'histoire. Elle fait toujours les mauvais choix. Et de dire qu'elle est horrifiée par ceux qui parlent de canicule, alors qu'elle devrait être horrifiée par les morts, horrifiée de... parlent de clim. Oui, ceux qui parlent de clim. Horrifiés par les morts liés à la canicule, horrifiés par la situation de notre pays, 7e puissance du monde, qui est paralysée par ce refus d'adaptation, je trouve ça assez délirant. Donc c'est vrai que Madame Barbu, qui nous dit aussi qu'elle n'aime pas la politique,
On ne sait pas ce qu'elle fait là, Madame Barbu. Elle devrait démissionner, elle aurait dû être... Bon, elle aurait jamais dû être nommée, je pense, parce que quand on est dans un gouvernement qui n'a ni queue ni tête, il faut bien le dire, c'est-à-dire que les ministres se succèdent, n'ont pas la même idéologie, se contredisent les uns les autres, notamment sur le nucléaire. Je pense que sur les 10 ans de macronisme, on a tout eu sur le nucléaire. On n'en voulait pas, on a fermé Fessenheim. Finalement, on reprend ce dossier en main, parce que je rappelle que c'est grâce au nucléaire, grâce au mix énergétique français qui est assis sur le nucléaire, que nous avons ces résultats environnementaux de qualité et qu'on représente moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Pour présider hier une cellule interministérielle, il a pris la parole. Il était plutôt content de la façon dont les autorités avaient réagi. Il dit par exemple qu'il y a quand même beaucoup moins de morts dans les EHPAD qu'en 2003. Donc on a quand même réagi. Alors il s'inquiète des morts à domicile, oui, mais d'une manière générale, il était plutôt satisfait d'avoir déclenché les plans au bon moment. Est-ce qu'il a raison de l'être ? Non, je pense qu'il aurait dû se taire. Déjà, on fera le bilan de la canicule dans quelques semaines, quelques mois, effectivement, avec les morts à domicile. Moi, ce que je constate, et on a eu encore dans mon département des nouvelles alarmantes sur des personnes âgées isolées qui ont été retrouvées décédées. Mais ce que l'on peut constater, et c'est factuel, c'est que les leçons des dernières canicules n'ont pas été tirées. Voilà, 2003, on n'a rien fait. 2019, la journée solidarité quand même mise en place. Excusez-moi, mais c'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Les Français ont travaillé en pure perte, mais rien n'a été fait pour adapter notre pays. Rien n'a été fait pour mettre en œuvre, encore une fois, une politique d'adaptation au dérèglement climatique. Mais vous avez des gens qui sont toujours satisfaits d'eux-mêmes, satisfaits de n'avoir rien fait, satisfaits que finalement on ait limité la casse. Et il y a quand même des morts dans les EHPAD, malheureusement. Je trouve ça assez navrant d'un point de vue démocratique. Mais alors justement, Monsieur Odoul, parce que là vous êtes en train de dire que rien n'a été fait. Alors on vous entend depuis tout à l'heure, depuis quelques jours déjà aussi. On voit que vous êtes un peu... votre discours se verdit. Et voyez-vous, j'ai parié hier avec un ami, j'étais intimement convaincu que vous alliez venir avec une petite veste verte. Vous voyez, un peu comme Marine Tondelier. Tellement... il n'en est pas là encore, il est resté en bleu. Oui, mais bon, tu vois, j'ai perdu mon pari. Mais donc, à vous entendre, vous adaptez toujours aux mesures, et je trouve que c'est un peu de la démagogie et de l'opportunisme, parce que là vous dites la clim partout, mais quel est votre programme si vous étiez au pouvoir pour lutter contre le réchauffement climatique? Là vous dites que rien n'a été fait depuis la canicule, l'ancienne, donc il y a 23 ans. Quel est aujourd'hui, si vous étiez au pouvoir, votre programme pour lutter contre le réchauffement climatique? C'est très bien la clim partout, vous le dites, voilà. Je vous en ai parlé. Déjà, il ne s'agit pas de mettre de la clim partout. Là, il y a deux choses. Il y a les bâtiments publics essentiels, vitaux, hôpitaux, EHPAD, écoles. Et là, effectivement, il faut développer la clim, et c'est indispensable. Il y a le développement de la clim chez les particuliers aussi, qui le souhaitent. Encore une fois, il ne s'agit pas d'obliger les particuliers. C'est pas vous qui allez financer ça quand même. C'est pas l'État qui va financer la clim des particuliers. Ben, c'est l'État, en tout cas, qui peut soutenir cet investissement, qui peut fait du pognon, mais on y gagne au final, on y gagne. Vous savez, quand on est capable de verser 4 milliards d'euros pour l'ADEME, cette agence qui nous dit qu'il faut planter son slip dans son jardin pour voir la qualité des sols, je pense qu'il y a beaucoup d'argent à récupérer. Pareil sur le... On sait que les sols sont de mauvaise qualité, qu'est-ce qu'on y fait? Voilà, alors je ne sais pas qui est de meilleure ou de moins bonne qualité, si c'est le slip ou le sol. Mais bref, mais ce que je veux dire, c'est que la politique qu'on souhaite mettre en œuvre, et là ça fait longtemps, on n'a pas verdi soudainement notre politique, le localisme. C'est la seule politique de bon sens pour lutter contre le dérèglement climatique. Il faut bien comprendre qu'un seul supertanker, donc ces immenses bateaux qui sillonnent les océans, qui sont les bateaux des commerces internationaux, des traités de libre-échange, un seul supertanker pollue autant que 1 million de véhicules. Donc quand on s'en prend à Madame Michu, à Madame Bertrand, qui tous les matins a besoin de son véhicule diesel, et on lui dit c'est pas bien, c'est toi qui pollues, c'est toi qui tue les ours blancs. Là vous êtes sur le décollage de la démagogie à un niveau... Mais c'est pas de la démagogie, c'est factuel, c'est vrai. C'est vrai. Opportunisme. C'est vrai. Non, mais ça c'est ce qui permet d'avoir des produits moins chers, parce que Madame Michu, son pouvoir d'achat, elle est contente aussi quand elle va au supermarché de pouvoir acheter des produits qui correspondent à son pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'il faut taxer les produits qui viennent du bout du monde. Ah ben c'est ça, mais la taxe sur les petits colis, et permettre de soutenir la production locale. La taxe du petit colis est un échec. Oui, exactement. Mais sur l'agriculture, sur l'agriculture, on peut en parler de l'agriculture. Nous, on souhaite sortir l'agriculture des traités de libre-échange. Voilà. On souhaite. Il y a des entreprises qui perdront. Mais pas. Non, mais si. Non, il y a des gens qui ont faim.
Il y a Comment des ça, gens qui auront faim. Comment ça, il y a des gens qui auront Mais on faim produit plus rien en France. Ah, On ben est oui. à 45% Ben oui, des et poulets, pourquoi on est à Et pourquoi 82% de la viande bovine. On est, voilà, c'est qu'à un moment donné, avant Parce qu'on a d'arriver surnormé à notre agriculture aussi. Non, mais la raison, on va être d'accord sur la raison. Mais avant d'arriver à l'autosuffisance, il faut réinstaller une génération entière de paysans. Et moi, dans vos solutions, il y a un truc qui me gêne, c'est que quand tout le monde aura une clim, aura une voiture électrique, Chinoise. mais qu'importe. Quand on va BYD. brancher à la prise avec C'est votre pas nous, ça, les véhicules avec électriques. votre politique énergétique, il n'y aura pas du jus qui va sortir au bout de la prise tous les jours, quoi. On peut pas être tout pour la clim, tout pour la voiture électrique et être contre les énergies renouvelables. Aujourd'hui, Ah, mais on n'est il pas- faut pas à 100% pour la voiture électrique. Ah hein, non, non, ouais. pas du tout. vous C'est nous pas avez possible. parlé d'un mixte énergétique. Oui. Chaque fois qu'il y a eu Bien sûr. un projet de loi ou quelque chose sur les renouvelables, vous avez voté contre. Vous savez Donc pourquoi à un moment donné, Bah, je je veux peux dire. être d'accord avec vous sur le fait Ah que oui. les éoliennes, ça sert à rien, ça rend pas assez. Je pense qu'il y a des zones de déprise en France où il faut mettre massivement des panneaux solaires et à un moment donné, l'enjeu derrière tout ça, Le panneau solaire, c'est le limite. c'est hein. l'eau et le stockage de l'eau. Parce que baser sa politique énergétique Mais on est sur des d'accord. centrales On est nucléaires, il faut d'accord. de l'eau pour On- refroidir. on Les est data totalement centers, d'accord, ils voilà. vont consommer de l'eau. Et je pense que le vrai enjeu de la politique énergétique demain, ça sera l'eau. Alors, on est De d'accord. toute façon, ils n'en parlent pas, t'as bien vu, ils ne parlent pas de végétalisation, d'isolation des Mais si, bâtiments. mais si. Mais non, vous... Je vous ai parlé de l'adaptation Alors, passive. Je vous ai parlé des matériaux. Je vous ai parlé de l'isolation des bâtiments. Tout ça. L'un n'empêche pas l'autre. En Et fait. l'un n'empêche pas l'autre. Il faut l'adaptation passive. Il faut l'adaptation active avec des climatiseurs. Excusez-moi, c'est pas la panacée, mais c'est l'un des outils à la fois du confort, de la productivité et accessoirement de la santé. Mais sur les énergies renouvelables, ne faisons pas la confusion entre énergie renouvelable et énergie intermittente. Le solaire et l'éolien ont besoin d'une énergie carbonée pour fonctionner. Ah oui. Les éoliennes, ça fonctionne 25% du temps. Ah oui. C'est Là, il subventionné est pas à au vent ces mort. derniers jours, hein. Et si ça apportait, encore une fois, des résultats en matière écologique, les Allemands n'auraient pas une pollution 11 Bien fois sûr. supérieure à la nôtre. On Parce est que d'accord. eux, ils ont mis le paquet sur les centrales à charbon pour soutenir leurs éoliennes, parce qu'ils ont abandonné le nucléaire. Nous, on a un trésor qui est le nucléaire, qui nous garantit une énergie non carbonée, pilotable et abondante. C'est ça qui fait encore une fois la richesse du... Du coup, Oui, mais par de exemple, l'énergie l'enjeu de française. ça sera le stockage de Non l'eau. mais quoi. d'accord, mais pour rebondir sur ce que disait Didier, parce qu'il partait là dans tous les sens des véhicules électriques, etc. Au RN et notamment au Parlement européen, vous êtes contre l'accélération du développement du véhicule électrique. Vous êtes plutôt pour le thermique. Donc là, vous êtes pour l'ancien monde. On Donc est là, pour je le... vous écoute, vous dites, Mm. il faut végétaliser, bon ça c'est le nouveau monde, mais en même temps, il faut garder le thermique. Alors je comprends pas trop là, c'est un peu. Non, c'est pas Pas très tout cohérent, thermique tout ça. ou tout électrique. En fait, on ne peut pas... C'est du en même temps. Voilà, c'est pas du en même temps, mais c'est un peu souvent il du faut en être, même temps, il faut le être RN. pragmatique. Ouais, oui. On a une industrie automobile qui a été un fleuron pendant des années, qui a été sacrifiée, Désert. abandonnée au grand bénéfice des Chinois. En fait, on s'est mis dans la main des Chinois, on va être dépendant des Chinois qui vont faire ce qu'ils veulent. Ah, ils fabriquent des voitures moins industrie. chères. Non, mais c'est qu'on ne s'est pas adapté, surtout qu'on a dit à nos industries automobiles de ne Avec pas un s'adapter confort aussi. remarquable. Voilà. Donc très clairement, nous, ce que l'on souhaite, c'est que l'industrie automobile française ne soit pas condamnée. C'est pour ça qu'on a voté effectivement contre l'interdiction des véhicules, des moteurs thermiques à l'horizon 2035. Il faut être pragmatique. Tout le monde ne pourra pas rouler en véhicule électrique. Dans la ruralité, ce n'est pas possible. En fonction du territoire où l'on vit, ce n'est pas possible. Donc arrêtons de stigmatiser en permanence toujours les mêmes. Julien Audoul, le député Rassemblement National de Lyon, reste avec nous. Question à suivre avec Antoine Dier, Sandrine Pégan, Didier Giraud. On parlera de ce qui se passe aujourd'hui, la colère des Français avec ces meurtres d'enfants. Débat, certains veulent le rouvrir sur la peine de mort. On verra ce que dit le Rassemblement National. Et puis le calendrier, l'horloge tourne pour Marine Le Pen. Elle sera dans la semaine prochaine, maintenant, si elle peut être candidate à l'élection présidentielle, savoir quel est l'état d'esprit au sein du Rassemblement National. Si le plan B, comme Bardella, est déjà activé, restez avec les GG, il est 10h15. Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules. Notre invité dans le Face au GG aujourd'hui, c'est Julien Audoul, le député Rassemblement National de Lyon. Il est porte-parole du RN. Monsieur Antoine Diers.
Question. Alors, Allons-y. oui, dans le vif du sujet, moi je suis un grand fan de politique depuis très longtemps, je n'en fais plus depuis quelques années, mais je regarde avec attention Tu nous manques. ce que le RN propose, la façon dont le RN évolue. Et moi j'ai une question d'électeur basique qui regarde de les partis. Électeur basique, je sais pas. Mais... Non, mais j'essaie d'être le plus basique, vous allez voir. Le RN a beaucoup lissé son image. On a parlé stratégie de la cravate. Aujourd'hui, vous êtes dédiabolisation du RN. vous n'êtes pas pour la peine de mort. Ça fait longtemps. Les partis européens alliés dans le groupe où siège Jordan Bardella parlent beaucoup de remigration, mais le RN le fait pas. Je vois très bien la stratégie, mais j'ai une question, c'est à force de de lisser son image, à force d'être un peu dans le sens du vent, de jouer avec les règles médiatiques et des partis classiques, est-ce que finalement, le RN n'a pas perdu ce qui faisait que des gens avaient de l'espoir en votant pour ce parti? Est-ce que finalement, le RN demain serait pas un parti comme les autres, comme tous ceux qu'on a À déjà cause essayé? de Chirac, tu veux dire? Exactement. Alors, je vous rassure, si je dois vous rassurer, le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres et ne sera jamais un parti comme les autres. Parce que si vous avez l'impression que nous nous sommes lissés, c'est en fait qu'aujourd'hui, vous avez une très très large majorité de la population, y compris de gens qui ne votent pas encore pour nous, qui nous soutiennent, qui soutiennent nos idées, nos propositions et qui font exactement le même constat. Pendant des années, effectivement, on ne voulait pas entendre parler de nos propositions. Aujourd'hui, vous avez près de 70 ou 80% des Français qui sont d'accord, notamment en matière d'immigration, qui sont d'accord pour expulser les délinquants et criminels étrangers, qui sont d'accord pour... Remigration, par exemple. C'est un terme que vous pouvez utiliser ou on dit non, surtout pas parler de remigration? Mais, enfin, moi, j'ai pas de problème avec les concepts. En fait, je me fous des concepts. Moi, ce que je veux, c'est les solutions. C'est que regardons ce qu'on peut faire. Vous n'avez pas prononcé le mot quand même. Ah, non, mais après, moi, j'ai aucune difficulté avec Alors, les mots. allez-y, dites-le, nous non, mais sommes pour la souvent, remigration. souvent, non, mais c'est pas d'être pour Non, la mais- remigration. Ça veut rien dire en fait. Ah. Quand vous dites je suis pour la Bon, on est sur remigration, le tout de point, suite ouais, vous mettez ouais. un concept, mais vous savez pas ce que ça veut dire. On est pour mettre fin à l'immigration anarchique et de peuplement. Ça passe par quoi? Ça passe notamment par la diminution drastique du nombre de titres de séjour. On a battu des records avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, 384 000 titres de séjour Oui. délivrés en 2025. L'expulsion de tous les clandestins. Rétablir le délit de séjour irrégulier notamment, et puis les OQTF, le bras de fer que l'on doit avoir avec les pays Il va d'origine pour falloir les reprendre la main laisser-passer consulaires. sur les juges, quoi. Il va falloir briser des choses. Il va les juges, on va falloir parler. faire des réformes constitutionnelles. Et est-ce que le nouveau Ça tombe bien, il y a un RN référendum, un police- projet de loi constitutionnel sur l'immigration. Parfait. Et donc ça, votre solution, c'est le référendum. Si vous arrivez au pouvoir, référendum sur tous ces sujets pour que les Français puissent Sur l'immigration, c'est indispensable. Ça fait des années, voire depuis tout temps, que les Français n'ont jamais été consultés sur un sujet aussi sensible et aussi important et aussi existentiel que l'immigration. Donc l'une des premières décisions, effectivement, quand Marine Le Pen ou Jordan Bardella seront à Alors, l'Élysée, justement. c'est de poser la question aux Français sur un texte, projet de loi constitutionnel sur l'immigration, sur le code de la Alors, en nationalité, attendant de etc. votre arrivée au pouvoir, vous avez quand même un problème, c'est que vous êtes suspendu Échéance. au verdict du 7 juillet. Vous l'avez dit, Le Pen ou Bardella, on ne sait toujours pas, on le saura la semaine prochaine. Vous préférez qui, vous, pour vous représenter? On choisit pas entre son père et sa mère. Et Mais pourtant, il y a une différence. Et là, Ah bah oui, et là, il y a les plein Français de aimeraient bien différences. savoir. Il y a Parce plein de qu'à un moment différences. donné, on a l'impression qu'il vous faudra Il y a choisir. plein de différences. C'est les juges qui vont choisir pour vous entre Bardella Oui, ou Le Pen à l'Élysée. malheureusement, oui. Sauf que dans le programme, à mon avis, ça a des conséquences sur une ligne économique qui soit libérale ou une ligne économique qui soit sociale. Je pense que les deux disent pas la même chose là-dessus. Et les Français, ils aimeraient bien savoir vers quoi vous allez. Est-ce que c'est les juges qui vont choisir votre ligne économique ou est-ce que vous allez faire un mixte entre les deux? Alors là où je vous l'accorde, c'est que ce sont les juges qui choisiront notre candidat. Malheureusement, et je pense qu'on peut tous regretter que dans une grande démocratie comme la nôtre, il faille attendre une décision de justice pour voir qui est le candidat du premier parti. Ça sera mardi prochain. C'est mardi prochain, Et sur effectivement. l'économie, on fait quoi? Mais sur l'économie, nous avons exactement le même programme, que ce soit Jordan ou que ce soit Marine. Alors je sais que ça a été très caricaturé, Vous êtes sûr mais de ça? alors là où je vous l'accorde, c'est que Marine et Jordan ont beaucoup de différences. Ils n'ont pas le même âge, ils ne parlent pas de la même manière, ils ne mettent pas le point-virgule au même endroit, mais ils ont la même vision, le même programme, la même Oui, ambition. mais pour Marine le Le Pen, pays. elle dit je suis Pas sur ni les de droite entreprises, ni de gauche. Bardella, il dit moi je suis de droite.
Non, le Rassemblement national, encore une fois, se place au-dessus des partis et se place au-dessus des clivages. Donc vous n'êtes pas d'extrême droite, vous n'êtes Pas pas du de droite. tout. Ah, D'accord. pas du tout. Ah, non, Vous êtes au-dessus des clivages. la Vous êtes vraiment définition. devenu le en même temps. Ouais. Mais si, Mais C'est non, le scoop de la mais journée. force est de constater que le clivage gauche-droite, dans lequel on nous a enfermés depuis 40 ans, Des il macronistes de droite. n'existe plus. Regardez le Conseil des ministres d'Emmanuel Macron. Vous avez autant de gens de gauche que de droite. Donc ce qui montre bien que ça ne fonctionne plus. Regardez les politiques qui ont été menées par la droite depuis 40 ans. Plus d'immigration, moins d'identité, moins de souveraineté. On parlait du référendum, le viol du référendum de 2005. C'est la droite. C'est le traité de Lisbonne avec Nicolas En réalité, je Sarkozy. vais vous dire que c'est ni la droite ni la gauche, c'est le pouvoir qui disparaît. C'est l'Union européenne, c'est les juges, C'est le c'est les mondialisme. décisions Ah, constitutionnelles, d'accord. c'est le mondialisme. Et c'est là où je suis un petit peu inquiet, c'est que le RN très lisse, très moderne, est-ce qu'il serait Il se bat toujours en plus contre mesure ça. demain d'aller vraiment contre ce système, ou est-ce qu'il a finalement intégré ce système? Il va falloir briser des tabous, il va falloir avoir des manifs de dingue, il va falloir avoir des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État contre vous pour Voilà. espérer peut-être changer la vie demain. Est-ce que vous êtes toujours en mesure de faire ce choc? Ah, mais nous sommes déterminés à redresser notre pays, à mettre tous les moyens nécessaires pour le faire, à s'appuyer sur le peuple français et à lui redonner la parole, notamment par deux biais, le référendum, article 11, et également le référendum d'initiative citoyenne. Ça va être un grand changement qui va, je pense, réacculturer les Français à la chose publique, à la participation collective. Mais oui, on va changer radicalement notre pays par rapport à ce qui a été fait depuis 40 ans, ça je vous l'assure. Sandrine Pégan. Bon, vous savez que je suis avocat, donc forcément, pôle justice, ça m'intéresse. Cette décision du 7 juillet prochain, vous avez été aussi condamné en première instance. Vous avez fait appel, donc vous êtes présumé innocent. L'enjeu n'est pas le même, bien évidemment, pour vous que pour Marine Le Pen. Mais si tant est que vous étiez condamné et que Marine Le Pen l'était aussi, qu'il y avait une inéligibilité qui était aussi prononcée, avec une exécution provisoire, donc du fait vous empêcher de former un pourvoi en cassation pour que ce soit suspendu. Moi, j'aimerais savoir si vous aviez... Bon, quel serait votre ressenti par rapport à la crédibilité de l'institution judiciaire? Est-ce que vous serez là en train de crier et de scander au procès politique, ou est-ce que vous vous direz, bon ben voilà, la justice a tranché, même si la décision vous est défavorable? Je ne vais pas faire le match avant qu'il ait lieu. On y pense Donc, toujours. Vous savez, même moi en tant qu'avocat, je sais si évidemment, on se pose la question de savoir si on a gagné ou si on a perdu. Ce serait totalement absurde que je vous dise que je n'y pense pas. Bien évidemment qu'on y pense. Mais très clairement, on attendra sereinement cette décision. Sereinement parce qu'elle ne nous appartient pas. Et pour le coup, ça ne sert à rien d'anticiper, de crier avant d'avoir mal. Mais je vous le dis, et nous le redisons, nous sommes innocents. Nous sommes innocents. Et cette Donc affaire, si la décision vous est défavorable, vous direz c'est un procès politique. Mais il y aura déjà un pourvoi en cassation, si ça devait arriver. Mais très clairement, quand vous voyez que cette affaire qui a concerné tous les partis, du MoDem à la France Insoumise, sur le rôle des assistants. Là, on parle du rôle des assistants européens. Enfin, encore une fois, on ne parle pas de l'affaire Liana. Hein. On ne parle pas des graves dysfonctionnements qui ont engendré ou qui ont conduit à la mort et au viol d'une petite fille de 11 ans. Oui, mais là, on parle du rôle des assistants européens et des différents administratifs entre le Parlement européen et les partis politiques. Oui, d'accord, mais si Marine Le Pen est condamnée, mais elle peut quand même se présenter, est-ce que vous souhaitez qu'elle soit votre candidate, même si elle est condamnée, mais avec la possibilité de se présenter parce que la période d'éligibilité serait plus courte? Je souhaite et nous souhaitons tous qu'elle soit candidate, bien évidemment. Mais elle pourrait être candidate même si elle est condamnée? Si, encore une fois, la justice, la décision de justice lui permet d'être candidate à l'élection présidentielle, et c'est la condition, et elle l'a dit, évidemment qu'elle sera candidate. Et elle doit se déclarer le jour même, c'est-à-dire que mardi après-midi, elle aura donc le résultat. Et vous allez la déclarer le jour même. Non, mais c'est vous tous qui allez la déclarer. Elle doit elle-même se déclarer le jour même pour lancer la campagne, parce que d'autres sont déjà candidats, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe. Mais force est de constater, et ça s'impose à nous, que cette décision de justice va lancer la campagne présidentielle du Rassemblement national, parce que même s'il n'y aura pas de déclaration officielle, en fonction de la décision, ce sera Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national, ou Marine Le Pen. Donc vous saurez le soir même qui est notre candidat, et donc la campagne présidentielle débutera. Vous avez vu qu'il y a un vote utile qui est en train de se mettre en place sans doute autour de la candidature d'Édouard Philippe. Tous ceux qui se disent, moi je ne veux ni de Bardella-Le Pen, ni de Mélenchon. Bon, Édouard Philippe, c'est peut-être pas extraordinaire, mais je vais voter pour lui parce que il m'empêchera d'avoir les deux autres. Ce vote utile, il va être fatal, une fois de plus, pour le Rassemblement national. Non, très sincèrement, l'expérience de 2024 a montré, et je pense a été un grand révélateur,
Les Français en ont ras-le-bol de ces consignes. Les Français sont arrivés à un tel point de colère et d'exaspération et de volonté de changement, parce que finalement, ça fait 40 à 50 ans qu'on a le même système politique qui se renouvelle, que je pense que tous ceux qui ont participé à l'effondrement de notre pays, dont Gabriel Attal et Édouard Philippe, qui ont été tous les deux premiers ministres d'Emmanuel Macron, qui sont comptables de ce bilan apocalyptique, à la fois sur les comptes publics, à la fois sur la sécurité, 1000 coups et blessures par jour, 120 attaques à couteau par jour, des drames quasiment quotidien. Très clairement, ces gens-là sont disqualifiés pour incarner une quelconque alternance ou un quelconque changement. Donc je pense que les Français en sont conscients et qu'ils veulent nous confier les responsabilités parce qu'ils veulent nous voir à l'œuvre. Oui, justement, ils veulent vous voir à l'œuvre. S'ils vous confient les responsabilités, vous rouvrez le débat sur la peine de mort ou pas pour les tueurs d'enfants? On ne rouvre pas le débat sur la peine de mort. On entend bien évidemment, et c'est tout à fait légitime, qu'il y ait ce débat-là dans la société parce qu'il y a une telle colère, il y a un tel sentiment d'injustice de voir ce qui se passe, mais il faut bien dire que c'est notre institution judiciaire qui a failli, c'est le système politique aussi qui a failli. Quand la peine de mort est abolie en 1981, qui je le pense était une bonne mesure, elle n'a pas été remplacée par la perpétuité réelle, incompressible. C'est ça le drame. Et que l'échelle des peines s'est effondrée et que finalement, il y a eu un sentiment que les Français étaient laissés en proie à des prédateurs et que la justice n'était pas assez sévère avec les criminels qui menacent la sécurité, notamment des enfants. Moi, je le dis, la justice des mineurs aujourd'hui est quasiment un permis de tuer. La justice des mineurs dans notre pays est un permis de tuer parce qu'elle incite de jeunes délinquants à devenir de jeunes barbares et qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de fermeté. C'est pour ça qu'on demande l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on va en parler dans un instant, dans la troisième partie des GG, du petit Hamza Ladouane, c'est son surnom, il a 14 ans. C'est devenu le petit caïd, la petite terreur du canal Saint-Martin à Paris. En fait, il enchaîne les provocations, les incivilités, il embête tout le monde. Alors les parents viennent d'être convoqués par la justice, visiblement sur lui on n'a pas de prise. On voit la police municipale qui le laisse faire. Là concrètement, là, face à ces gens qui nous embêtent au quotidien et qui ont seulement 14 ans, on fait quoi? On ne peut pas le mettre en prison à 14 ans. La solution, elle est très claire, elle passe par la responsabilisation des parents. Ce sont les parents qui sont responsables, c'est les parents qui... Mais souvent, ils sont démissionnaires. Là. Ah, ben voilà, mais quand ils sont démissionnaires, on leur envoie un petit courrier en les prévenant que si ça continue, on va suspendre leurs allocations familiales. Et si ça continue, on va peut-être aussi les expulser de leur logement social. Il faut taper au portefeuille. Voilà. Bien sûr, mais je pense qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Donc toujours dans la répression. Et vous voulez pas plutôt parler un peu de prévention? Ça fait 40 ans qu'on parle de prévention. Non, on n'en parle ça pas fait assez, 40 ans qu'il y a des médiateurs. Ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'il faut écouter ces pauvres jeunes. Ça fait 40 ans qu'on a tout un réseau d'associations qui nourrit la prévention, le dialogue, la culture de l'excuse. Ça fait 40 ans que ça ne fonctionne pas. Il faut à un moment donné que la sanction, elle tombe. La répression est notamment tapée au portefeuille pour les parents qui sont démissionnaires. Moi, en tant qu'avocat, je vais une fois par an dans tous les collèges. C'est toujours début octobre, c'est ce qu'on appelle la journée du droit. Et je viens pour expliquer pendant 3 heures à des collégiens. Oui, mais c'est une fois par an. Donc vous voyez bien que finalement au niveau prévention, c'est pas suffisant. Donc vous dites on a déjà des milliers d'éducateurs, etc. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le triptyque, comme il le dit très souvent à Belboï, prévention, sanction, répression, ça ne marche pas. Il faut tout miser sur la prévention. Et véritablement, moi, je mise tout sur la répression. Non, beaucoup plus efficace. Moi,